Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous rappelez quelques semaines après la fin de la saison 1 d'Denshouti Gatwa, quand j'ai sorti ma vidéo bilan de la saison 1 sur ma chaîne YouTube? Non, on est d'accord. Et est-ce que vous vous rappelez pas longtemps après la saison 2, quelques semaines plus tard, quand j'ai sorti le bilan de la saison 2 sur ma chaîne YouTube? Oui, non plus. C'est peut-être parce que je les ai jamais sortis. Et oui, dès la fin de la saison 1, je vous avais promis la vidéo bilan de la saison 1. Au final, elle a mis tellement de temps à sortir que la saison 2 est sortie. Donc là, je me suis dit, il va falloir aussi que je fasse le bilan de la saison 2. Et du coup, c'est devenu un projet un peu plus gros, c'était compliqué. Je savais pas comment le faire. Du coup, c'est jamais sorti. Donc j'en profite maintenant que la série est là où elle est, c'est-à-dire en pause jusqu'en décembre prochain, pour faire le bilan de ces deux saisons. Attention quand même, je précise avant de commencer, c'est bien le bilan de la saison 1 et de la saison 2 fusionnés en une vidéo. C'est pas le bilan du docteur Denshouti Gatwa, même si concrètement, on va parler de tous ces épisodes, ce sera pas une analyse spécifiquement sur ce docteur, ce n'est pas un bilan de l'ère RTD 2, parce qu'on ne parlera pas des 60 ans et on ne parlera pas du spin-off, The War Between the Land and the Sea. Non, le bilan des 60 ans on l'a déjà fait, et le bilan de The War Between the Land and the Sea sortira dans quelques semaines après la sortie sur Disney+ en France. Ok, juste avant de commencer, je vais vous dire le sommaire un peu de cette vidéo. Tout d'abord le bilan de Church on Ruby Road, du coup l'épisode spécial Noël qui précède la saison 1, ensuite la saison 1 entièrement, puis Joy to the World, l'épisode spécial Noël entre les deux, et puis la saison 2, très simple hein, en fait comme sommaire. Et attention, on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu ces saisons, ces épisodes, quittez la vidéo, allez les voir avant, c'est vraiment bien. Donc, The Church on Ruby Road est le tout premier épisode de Denshouti Gatwa, et je l'adore. Globalement, les épisodes de Noël de cette ère, je les adore. Je trouve qu'il y a vraiment le côté Noël par rapport aux épisodes de Noël de RTD 1, où le côté Noël c'était juste, bah ça se passe à Noël et il y a des sapins tueurs. Là on a la musique de Noël, on a le côté enneigé avec l'église, le truc de l'enfant laissé devant l'église, ça fait très film de Noël, et bien sûr, bah il faut protéger l'enfant des gobelins, ce qui fait conte de Noël. Parlons des gobelins d'ailleurs, super ennemi pour Doctor Who, surtout pour un épisode simple et drôle. La musique qui chante est génial et le côté surnaturel un petit peu annonce bien le reste de la saison et de celle d'après en fait de toute l'ère. Et puis globalement c'est un peu le retour de RTD. Il est revenu pour les 60 ans on est d'accord mais c'est quand même le début quoi. Donc ça fait plaisir, il y a le retour de Murray Gold aux musiques, notamment pour le thème du 15e Docteur qui est incroyable. Et les foreshadowing à la RTD sont de retour aussi, comme par exemple dans cet épisode les gants de gravité, enfin de mavité du coup. Et les fils rouges mais ça on y reviendra. Le Docteur dans cet épisode comme je l'ai dit c'est son premier épisode où il est vraiment le Docteur et il est déjà à 100% le Docteur. Je trouve toujours que, en général, les acteurs nouveaux dans Doctor Who qui prennent le rôle du Docteur ont toujours quelques épisodes, voire une saison entière, pour vraiment savoir interpréter le personnage de manière différente des autres et d'incarner vraiment le Docteur. Je trouve qu'Denshouti Gatwa y arrive instantanément. Il a le côté drôle du Docteur, il a le côté sérieux du Docteur et surtout le côté aléatoire du Docteur. Ce sont pour moi les trois plus grandes qualités du Docteur. Ruby, quant à elle, est directement n'a pas peur d'aller vers le danger. Elle n'hésite pas du tout à suivre le Docteur au pif sans savoir qui c'est pour sauver le bébé qu'elle devait surveiller. Je trouve que sa relation avec le Docteur aussi est plutôt originale parce qu'on a ni une assistante qui voit le Docteur un peu comme un prof, comme quelqu'un au-dessus d'elle, ni une compagnon qui serait amoureuse du Docteur. Là c'est vraiment une relation de vraiment meilleur ami. On a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années et c'est cool parce que ça change un peu. Clara avait un peu ça avec le 12e Docteur en vrai, mais moins quand même je trouve. Mais Ruby est aussi très mystérieuse, notamment de par ses parents qu'elle ne connaît pas. Ce qui nous amène au fil rouge. Les fils rouges c'est quoi? C'est des intrigues qui commencent dans un épisode mais qui ne s'arrêtent pas dans cet épisode et qui continuent tout le long de la saison, voire parfois sur plusieurs saisons. Dans cette nouvelle ère il y en a énormément, je vais essayer de tous les lister mais ça se trouve je vais en oublier. Certains ont commencé dans les 60 ans du coup un peu avant, mais deux commencent dans cet épisode. On a la mère de Ruby, on ne sait pas qui elle est très mystérieuse, personne n'arrive à savoir qui elle est même grâce à la génétique, mais celui qui va surtout nous intéresser c'est le deuxième, Mrs. Flood, qui est la voisine de Ruby et qui est trop bizarre. À la fin de l'épisode, elle semble complètement connaître le TARDIS, elle souhaite à Ruby un bon voyage avec le Docteur, pas avec ces mots là exactement mais un peu, et surtout elle nous parle directement vraiment en nous disant vous avez jamais vu un TARDIS? Pour l'instant c'est tout niveau fil rouge. Donc ouais, pour moi c'est un très bon épisode spécial Noël, un de mes préférés je pense de tous les épisodes spécial Noël, mais à ce moment-là il me tardait juste une chose, à voir la suite. Et ça tombe bien. Ok, alors pour les saisons, on va d'abord voir tous les épisodes, pas en résumé. Je vais pas résumer leur histoire, hein, vous connaissez normalement, mais lister les choses importantes pour ce bilan. Donc, Space Babies, premier épisode, vraiment très léger, pas grand chose à dire. Il est un peu trop enfantin, c'est pas si mal en même temps pour un premier épisode de la première saison. Il y a des bonnes idées, comme le fait de ne pas tuer le monstre parce que c'est quand même un être vivant, c'est pas juste un monstre. Mais sinon, voilà, l'épisode est globalement un peu osef. Deuxième épisode, Devil's Cord, là, je dis oui. Très bon épisode, un de mes préférés de cette nouvelle ère. Méchant, génial, les Beatles complètement sous-exploités, mais
le fait qu'ils arrivent à la fin et tout, j'ai bien aimé quand même. Le Tardis qui fait un bruit bizarre, c'est super intéressant, et surtout, toute la scène avec Ruby qui a une musique enfouie en elle, qui fait même peur à Maestro, c'est bizarre et génial. Troisième épisode, boum, nouvel épisode de Steven Moffat. Oui, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas écrit pour la série, donc son retour était très attendu, et au final, pas son meilleur. Une très bonne idée, ça c'est sûr, hein, le docteur ne peut pas bouger durant tout l'épisode. L'épisode est original, anti-militaire, et je trouve que l'épisode repose beaucoup sur les acteurs et actrices qui jouent vraiment bien dans cet épisode. Il y a beaucoup de moments de tension et d'émotion qui marchent très bien pour ça. 73 Yards, mon épisode préféré de la saison. Il est vraiment plutôt triste et mélancolique, il n'y a pas le docteur du tout de l'épisode, enfin au début et à la fin quoi. Et un épisode sans le docteur dans Doctor Who, ça peut soit donner des vraiment pas très bien, des vraiment un peu osef épisodes, soit les plus grandes masterclass de la série, donc c'est à double tranchant, là c'est plutôt du bon côté. Et donc Millie Gibson qui rayonne dans cet épisode du coup, puisque tout l'épisode repose concrètement sur elle en fait. Roger Abgouliam aussi qui est terrifiant, et surtout c'est un épisode entier sur la critique politique de RTD, même si je sais plus si c'est lui qui a écrit l'épisode, j'ai un doute, en tout cas de la team RTD, avec notamment Roger Abgouliam qui est d'un parti politique d'extrême droite qui s'appelle le parti d'Albion, qu'on reverra plus tard dans la série, je sais pas si on le revoit dans les saisons, en tout cas le parti est mentionné dans The War Between the Land and the Sea. Dot and Bubble, la plus grosse surprise de cette saison je pense comme pratiquement tout le monde, on n'était pas hype par cet épisode plus que ça, ça avait l'air d'être un épisode Black Mirror mais un peu moins bien du coup, et au final quel banger. Déjà tout l'épisode est vachement original, avec le docteur et Ruby qui sont pas vraiment là et qui communiquent avec le personnage principal de l'épisode via Skype, et je me rends compte que Skype n'existe plus et que je suis vieux. Bah alors pour les plus jeunes, MSN du coup, et au final le twist que j'ai même pas tant envie de spoil du coup dans cette vidéo, même si théoriquement vous l'avez vu, mais du coup vous l'avez vu donc vous savez de quoi je parle, est brillant parce qu'il arrive en plusieurs étapes. Déjà il y a tout l'épisode qui peut nous laisser supposer ce twist, puis il y a le moment de trahison du personnage principal qui trahit son idole pour survivre, on est en mode ah ouais d'accord elle est comme ça, ok, et en fait après elle rejoint le docteur et tous les survivants et tout ça, et puis là on a le gros reveal, et là on est en mode ah ouais d'accord, c'est pire que ce que je croyais, c'est à la fois terrifiant et du coup génial pour l'épisode. Et enfin avant le final, Rogue, je veux absolument que Rogue revienne dans Doctor Who, d'accord, le problème c'est qu'il marche surtout avec Ncuti Gatwa, donc à moins que Ncuti Gatwa revienne du coup dans l'épisode spécial Noël le prochain, je sais pas, on n'est pas sur une vidéo théorie là, mais juste j'aurais aimé qu'il revienne quoi. Sa relation dans cet épisode avec le docteur est un peu rapide je trouve, mais ça peut être expliqué par le fait que peut-être c'est un traître, parce qu'il mentionne le boss, on y reviendra. Sinon c'est un bon épisode historique je trouve, alors historique entre guillemets parce que ça parle pas de personnages historiques, mais ça se passe dans un contexte historique qui est envahi par des extraterrestres du coup. Et ça j'aime bien ces épisodes là. Donc voilà, ça c'était pour les épisodes sans le final. J'ai beaucoup aimé cette saison, comme je le répète assez souvent je pense, j'aime quand Doctor Who parle politique. Et dans cette saison, il y a eu pas mal de fois ça. Dans 73 Yards avec du coup le parti d'Albion, mais aussi dans Dot and Bubble évidemment, même si on pouvait ne pas s'y attendre en voyant le trailer. Il y a aussi assez surprenamment, hein, vu l'épisode, dans Space Babies, le principe de baby farm qui sont abandonnés, juste il faut faire des bébés parce qu'il faut faire des bébés, mais en fait on sait pas quoi en faire. Et enfin Suzanne Triad dans le final pour le coup. La saison est aussi magnifique, et c'est probablement le truc qui va manquer le plus avec la fin du deal avec Disney+. Sauf s'il y a un autre deal, après voilà, Doctor Who peut vraiment faire sans cette beauté, avec moins de budget, c'est juste que ça va manquer un peu quoi. Le surnaturel est toujours présent, notamment avec Maestro, je trouve que c'est un très bon ajout à Doctor Who. Il y avait pendant très longtemps aucun surnaturel, ou parfois un peu, mais c'était pas vraiment sûr si c'était surnaturel. Là maintenant ça y est, ça existe, c'est expliqué en plus de manière logique dans les 60 ans, c'est un bon moyen de renouveler la série. Ah oui, quand je parle de surnaturel, je parle évidemment des dieux du Panthéon, des choses pas scientifiques. Les extraterrestres sont concrètement surnaturels, mais c'est scientifique dans Doctor Who. Et en parlant du Panthéon, parlons du final. Alors le final d'une saison de Doctor Who, c'est toujours quelque chose, hein, et ça ne déroge pas à la règle. Donc vous connaissez le principe, hein, le doc remarque que Suzanne Triad le suit partout, et du coup il va se renseigner à Unit. Du coup on revoit tous les persos, Mel, Kate, Shirley, Ibrahim et même Rose. Et du coup ce qui est très intéressant dans cet épisode, c'est que le docteur a un gros doute. Il comprend que Suzanne Triad c'est l'acronyme de Suzanne Tardis. Suzanne qui est sa petite fille, qu'il avait au tout début de Doctor Who dans les années 60, et qui était, en tout cas au début, celle qui était censée avoir inventé l'acronyme Tardis. Donc cet anagramme lui fait dire que peut-être c'est elle, qu'elle se serait régénérée, que du coup il la reconnaît pas, que peut-être qu'elle se cache en humain, parce que c'est possible avec les Time Lords. Et du coup c'est super intéressant parce que durant la saison aussi on avait des petits indices de peut-être Suzanne, elle va revenir. Notamment quand ils vont voir les Beatles en 1963, il explique que à ce moment-là, il vivait avec sa petite fille à Londres. Et le truc avec Suzanne, c'est qu'il avait promis de revenir la voir et qu'il n'est jamais revenu en 60 ans. Ça fait 60 ans qu'il a laissé Suzanne dans la Terre du futur. Il a toujours eu assez honte de ça, mais en même temps, il se dit que ne pas retourner la voir, c'est peut-être la protéger, parce qu'il sait à quel point c'est dangereux d'être avec lui. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ose enfin penser que c'est peut-être elle, et qu'il va enfin la revoir. Sauf qu'en fait, non, c'était un pion depuis le début d'un ennemi, un ennemi très ancien du docteur, Sutekh, qui serait
révèle dans un discours extrêmement stylé. À chaque fois que je revois cet extrait, j'ai des frissons premier degré. Et pourtant, la scène a tout pour être ridicule quand il montre l'anagramme. Ça, c'est assez ridicule en vrai, et pourtant la scène est épique. Donc voilà, la fin du premier épisode du final est, je trouve, parfaite. D'autant plus que le retour de Sutekh, ça fait plaisir. C'est un ennemi classique qui n'est pas apparu depuis le 4e Docteur, sachant que durant toute la saison 1, il n'y a pas eu de retour du tout d'anciens ennemis, que ce soit classique ou New. Et je trouve que son design est vraiment bien fait. J'aurais aimé qu'il soit plus humanoïde comme dans le premier épisode, mais bon, il est cool quand même, on va pas se mentir. Mais du coup, l'épisode 2 commence par lui qui tue tout l'univers. Ce qui fait que dans l'épisode 2, il est assez inoffensif, il fait pratiquement rien en fait. Puisqu'il commence par tuer tout l'univers, après il a plus rien à faire forcément. D'autant plus qu'il laisse le Docteur et Ruby en vie pour savoir qui est sa mère. Qui n'a pas vraiment de sens en vrai. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien qu'il les laisse en vie, voilà. D'ailleurs, le plan est génial, il utilise le pouvoir du Docteur, le pouvoir du voyage et de la curiosité de l'univers, contre lui faisant tuer tout l'univers par ça en fait. Et du coup, quand le Docteur bat Sutekh en retournant son pouvoir contre lui, en lui faisant tuer la mort, moi je trouve ça génial. Les deux utilisent le pouvoir de l'autre et tout, c'est incroyable. Sinon, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode 2 surtout, c'est les moments un peu longs de discussion entre Ruby, le Docteur, avec Mel, avec la femme qui lui vend la cuillère, enfin qui lui donne, enfin bizarre. Cette scène était chelou, mais vraiment bien je trouve. Mrs. Flood toujours aussi énigmatique avant de mourir concrètement. L'idée de la fenêtre temporelle, j'ai trouvé que c'était une super idée, très flippante, surtout quand ça commence à partir dans tous les sens. La mort de Kate m'a eu. Alors j'ai évidemment pas cru une seule seconde qu'elle allait mourir, mais comment c'est fait et tout ça, je me suis dit waouh, c'est fou quand même, parce que c'est un personnage qu'on a suivi depuis longtemps quoi. Le TARDIS souvenir, c'est une super idée, parce que du coup ça explique le spin-off qu'il y a que sur la BBC, Tales of the Universe, où les docteurs et les compagnons, les anciens se rejoignent pour raconter des histoires dans un TARDIS, dans le TARDIS souvenir tout simplement. Par contre, la résolution de la mère, c'est compliqué. J'ai pas dit nul, j'ai dit compliqué. J'aurais adoré que la mère de Ruby ne soit pas humaine. Ça aurait fait de Ruby pas vraiment une humaine. Et depuis le début de la New Who, on a eu que des compagnons humains. Alors je veux bien, il faut que ce soit un humain pour qu'on puisse s'identifier aux compagnons. Alors soit vous me mettez plusieurs compagnons dans le TARDIS et vous en faites un qui est pas humain, comme dans les classiques, soit vous faites comme là ce qui aurait pu être fait avec Ruby, où elle croit être humaine, mais en fait elle l'est pas. Du coup il y a les deux. S'il vous plaît BBC, entendez-moi, faites que dans la prochaine Team TARDIS, il y ait soit un compagnon non humain, soit un compagnon humain, mais d'une autre temporalité, du passé et du futur. La New Who manque cruellement de ça. Bon, du coup je suis un peu deg que finalement la mère soit juste une humaine, du coup en plus ça a aucun sens avec tout ce qu'on a vu, le fait qu'elle peut faire de la neige et tout. En revanche, je trouve que la scène est vraiment réussie, émouvante, et en fait s'il n'y avait pas eu le teasing surnaturel autour, la scène aurait été géniale. Donc du coup je suis mitigé. Dans un sens j'aime pas trop, mais en même temps j'aime bien. Et du coup le départ de Ruby là-dessus, qui veut rester du coup parce qu'elle vient de redécouvrir sa mère, ça a du sens, mais je trouve ça un peu dommage. En termes de narration et en termes de global de l'histoire de cette nouvelle ère, rester qu'une saison c'est toujours relou. Et je suis persuadé que ça devait pas être le cas de base. On peut pas être sûr à 100%, mais je suis persuadé que c'était elle qui était censée être dans la saison 2. Au final elle a été remplacée par Varada Sethu, mais on verra ça après, ce qui est une bonne chose parce que Varada Sethu était plutôt chouette dans le rôle, mais ça crée aussi pas mal de problèmes pour le final de la saison 2, mais bon, le final de la saison 2 il y a d'autres problèmes, bref on y reviendra. Pour finir avec la saison 1, du coup comme j'ai dit, Ruby est géniale, son côté meilleur ami avec le Docteur c'est toujours aussi cool. Elle est aussi très souvent seule face aux problèmes, que ce soit dans Boom, dans 73 Yards, un peu dans Dot and Bubble du coup, puisque le racisme des gens dans cet épisode du coup l'oblige. Pour le Docteur, j'aime beaucoup qu'il soit plus ouvert sur ses sentiments et sur son histoire et tout ça. Ça change de ce qu'on a eu déjà dans les New Who. C'est vrai que quand j'ai vu la série, je trouvais ça un poil marrant qu'il pleure vraiment à tous les épisodes. Mais en vrai, j'aime beaucoup ça. Moi, je préfère ça, vraiment. Je trouve que surtout avec le Docteur Denshu Gatwa, ça marche super bien. Et surtout, j'adore que le Docteur change de tenue à tous les épisodes. Pourtant, je pensais pas du tout aimer cette idée quand on a compris que ça allait arriver avec les trailers et tout. Mais en fait, si, j'adore. Alors, par contre, je pense que ça ne peut marcher qu'avec lui et qu'il faut que ce soit sa particularité à lui. Mais il faut que le prochain ait une tenue fixe. Enfin, autant que les autres, quoi. Une ou deux, trois tenues, quoi. Si tous les docteurs commencent à faire comme Denshu Gatwa, ça va dévaloriser un petit peu ce trait du Docteur Denshu Gatwa. Et pour finir, avec les fils rouges de la saison, du coup, le boss est mentionné par Rogue, mais on sait pas vraiment si c'est le même, on verra, parce que le boss c'est toujours pas fini cette histoire. En parlant de Rogue d'ailleurs, il va probablement revenir un jour. La mère de Ruby, pour le coup, c'est un fil rouge qui se finit avec cette saison, de ce qu'on sait pour l'instant, moi j'y crois toujours pas, mais peut-être. Alors on sait pas pour la neige, mais ça à la rigueur, je m'en fiche un peu. Par contre, qu'on ne sache pas ce qu'était la musique dans l'épisode Devil's Cord, qui avait en Ruby, qui a fait peur à Maestro, et où Maestro a dit c'est peut-être The Oldest One, mais comment c'est possible? Qui est The Oldest One? Je veux qu'on sache. S'il vous plaît,
mais qui était-il Il était censé être là à la naissance de Ruby. Qui C'est Sutek. C'est peut-être Sutek. Sutek était là à la naissance de Ruby concrètement. Mais Sutek, c'est déjà The One Who Waits. Il peut pas avoir deux noms, c'est pas possible, même s'il a 1000 noms. Tout ce qui est Suzanne Triad, le bruit du Tardis un peu chelou, Sutek, tout ça aussi, c'est fini. Et le fait que Suzanne soit mentionnée plusieurs fois du coup dans cette saison, Suzanne, la petite fille du docteur, laisse présager que son retour pourrait être possible. Donc un possible fil rouge. Et puis il y a Mrs. Flood qui est toujours aussi chelou, vraiment ça, elle s'arrête pas, elle est toujours là. On sait pas qui c'est, elle nous parle directement, elle dit que le docteur va mourir très violemment. Donc ouais voilà, première saison avec des défauts, mais pour une première saison de Doctor Who, pour une saison de Doctor Who tout court en fait, c'est très bon. Ruby est génial, le docteur est génial, il y a de très bons épisodes, en fait il y a pas beaucoup d'épisodes que j'ai pas aimé, il y en a pas en fait. Il y en a où on pourrait mieux faire, Space Babies, Boom, mais il y a plus de très bons épisodes que d'épisodes un peu moyens. Nouvel épisode spécial Noël et nouvel épisode écrit par Steven Moffat. Encore une fois un très bon épisode, je préfère quand même l'autre je pense, mais celui-là est très très bien. Le concept du Time Hotel est génial. C'est aussi un très bon épisode Noël parce que ça aborde des thèmes comme être seul ou avoir une famille qui n'est pas forcément de sang, ce qui est très film de Noël là aussi. Et puis le final avec l'étoile, la magie de Noël, voilà tout ça, très conte de Noël. Les méchants c'est encore Villain Guard comme dans Boom, l'autre épisode de Moffat dans cette ère. Est-ce que Moffat a oublié qu'il y avait d'autres méchants dans Doctor Who? Sinon le docteur a deux compagnons dans cet épisode puisque Ruby n'est plus là, à part dans une scène qui me fait encore plus dire qu'elle aurait dû être là pour la saison 2. Donc non, pour la plupart de l'épisode en fait on a Anita. Le docteur et Anita passent un an ensemble à travailler dans le même hôtel. C'est vraiment beaucoup. Sauf que nous, forcément on la voit que depuis quelques minutes et pourtant en un épisode elle arrive à être super attachante. Elle aussi est très seule, du coup quand le docteur la trouve et qu'il est au plus seul, ils se sont plutôt bien trouvés et du coup quand le docteur s'en va après, c'est super triste. On ressent vraiment que ça fait un an quoi qu'ils se connaissent, c'est pas juste des inconnus. Et du coup je suis très content qu'après elle travaille au Time Hotel puisque du coup elle sera dans un hôtel beaucoup moins seule et elle pourra peut-être qui sait revoir le docteur. Joy de l'autre côté, au final on la voit pas tant dans cet épisode. Mais son histoire est super triste. C'est lié au truc qu'il y a eu en 2020 que je peux pas vraiment dire ici je pense parce que YouTube aime pas trop ça. Elle est aussi du coup très seule. Et la scène où elle se transforme en étoile, je pleure tout simplement. Et c'est super que l'étoile apporte l'espoir et la joie aux personnes qui la regardent, comme sa mère par exemple, ou encore du coup Ruby, parce que c'est là la scène où on la voit. En termes de fil rouge, y a pas grand chose, c'est normal, c'est Noël, c'est une petite pause. Il y a toujours néanmoins Maviti, ça c'est vraiment, il n'en démorde pas. Et comme je l'ai dit, le fait que Ruby regarde l'étoile, je pense qu'elle était censée être la compagnon dans la saison 2. Et pour finir, le docteur dans cet épisode est génial. Il est vraiment drôle, il est seul, il a été laissé par Ruby, et il s'est pas encore habitué à cette nouvelle solitude. Ça me rappelle évidemment quand le docteur avait laissé les Pand pour qu'ils vivent leur vie et qu'il arrivait pas et qu'il revenait tout le temps les voir. Et sa solitude est renforcée par le fait que cette fois-ci, nous aussi on suit le long chemin, qui du coup reste un an sur Terre à devoir travailler, enfin faire un truc normal, ce que le docteur déteste normalement. On se souvient Matt Smith, voilà, qui devait faire pareil dans The Power of Three, mais là vu que le docteur a changé et puis il y a Anita et tout, c'est beaucoup mieux et il peut rester un an, même si on voit que quand même. Donc voilà, super épisode spécial Noël, franchement ça c'est vraiment la réussite de cette nouvelle ère. Maintenant on va attaquer la saison 2. Comme pour la première saison, on va d'abord parler des épisodes, et encore une fois, pas un résumé de l'histoire, mais juste des trucs importants que j'ai envie de dire. Robot Revolution, c'est un bon premier épisode léger. Alors léger, il se passe quand même des choses pas légères dedans, mais voilà, c'est un premier épisode pour commencer, assez classique dans l'idée, même si il y a un concept pas classique du tout dedans de faille temporelle désaxée. C'est quand même plus léger que le reste de la saison, et c'est quand même mieux que Space Babies. Et surtout, la fin de cet épisode, c'est là où on apprend que la Terre a explosé, puisque le docteur se rend le 24 mai 2025, il me semble que c'était ça la date, et lui n'arrive pas à atterrir, mais nous on voit l'extérieur du Tardis et on voit que c'est l'espace, mais qu'il y a un taxi anglais, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté peut-être. Il y a des monuments de la Terre quoi. Et je dois dire que j'ai préféré ce fil rouge là, de la manière dont c'est amené avec ce truc très énigmatique au premier épisode à la fin, que Suzanne Triad qui apparaît juste dans tous les épisodes. Même si c'était aussi très énigmatique et super à suivre. Je préfère quand même le deuxième. Lux est une masterclass, encore une fois un dieu du Panthéon. La DA de Mr. Riggeding est super. Le concept est fou et génial. Et le moment méta où il se retrouve dans un monde où Doctor Who est une série, c'était génial. J'ai toujours eu peur que Doctor Who fasse ça un jour, mais mal, et au final, ils l'ont fait, mais très très bien, puisque c'est dans le pouvoir de Mr. Riggeding et tout, ça reste dans l'or, c'est génial. Doctor Who est vraiment une des seules séries où tu pouvais faire ce genre de scène sans casser tout ton univers. The Well, j'ai adoré The Well. Alors la première fois que je l'ai vu, j'avoue, j'étais un peu dubitatif, je crois que je l'ai dit dans ma review, parce que toute la première partie, c'était phénoménal, et puis à partir de l'apparition de la bête, c'était un peu moins bien, même si c'était quand même bien, c'était pas non plus horrible. Mais au final, avec mon revisionnage, j'ai apprécié tout l'épisode.
l'épisode. Ça aurait pu être une très mauvaise idée de retourner sur Midnight, et au final, ça a été une très bonne idée. Même si forcément la créature perd un peu de son aura, elle perd sur certains trucs, par exemple, on la voit un peu plus. Dans le premier épisode, presque, on savait même pas si elle existait. Là, bon, bah, c'est évident, hein, elle tue des gens. Mais elle gagne aussi des choses, parce que quand elle sort du puits, les gens, ils ont peur d'elle, ils disent elle arrive, genre on dirait elle monte le puits à main nue, et ils la voient arriver depuis longtemps, mais en même temps, elle est un peu invisible, c'est très étrange. Et puis il y en a un qui dit que la créature rigole, c'est super intriguant. Donc je trouve que ça a un peu enlevé et ça a rajouté, c'est génial. Et puis le mystère sur la fin qui laisse sous-entendre que c'est pas fini cette histoire, c'était la meilleure fin possible, je pense. Lucky Day est, bizarrement, peut-être mon épisode préféré de cette saison, avec The Well et Lux. Enfin bref, Pete McTighe. Voilà, c'est celui qui a écrit l'épisode et c'est aussi celui qui va écrire plus tard The War Between the Land and the Sea avec Russell T. Davies. C'est surtout le retour de Ruby. C'est un épisode entièrement dédié sur elle. Il y a très peu le docteur, très peu Belinda. Il y a du coup le retour aussi de la famille de Ruby, ils sont géniaux. Et surtout, il y a Conrad et ses amis. Quand j'ai revu l'épisode, du coup, j'avais le twist en tête et c'est fou. En fait, l'acteur de Conrad joue super bien parce que quand tu le vois la première fois, tu te doutes pas une seule seconde que c'est un traître. Et là, quand je l'ai revu une deuxième fois, j'étais en mode, ça se voit que c'est un traître qui fait genre il est gentil. Je trouve ça fou. Le twist marche super bien et on voit surtout une facette de Unit qu'on ne voyait pas tant. On la voyait un peu quand même, hein, surtout dans les classiques, mais dans la New Who, c'était plutôt Torchwood qui agissait de cette manière. Mais en fait, voilà, quand il n'y a pas le docteur, Unit est un peu en roue libre. Mais surtout, cet épisode nous montre pourquoi le brigadier avait raison de garder Unit secret. Même si je comprends aussi Kate, c'est de plus en plus dur de garder les extraterrestres secrets quand ils envahissent Londres tous les ans. The Story and the Engine. Alors, c'était pas du tout mon préféré quand je l'ai vu quand c'est sorti, mais au revisionnage, en fait, je pense que c'est aussi un de mes préférés. Je crois que cette saison est trop bien en fait. Tout le truc sur les histoires qui sont racontées et qui alimentent la machine, c'est génial. Le pouvoir des histoires et tout ça, dans Doctor Who, c'est une trop bonne idée. Et je pense qu'une novélisation pourrait être pas mal pour avoir d'autres histoires en plus racontées, de la part des gens qui se font coiffer, mais aussi du docteur du coup. J'aime aussi que le docteur soit complètement perdu et sans repère, parce qu'il se sent trahi par des gens qui pensaient être sa famille, et j'adore que quand Belinda arrive, à peu près la moitié de l'épisode je pense, le docteur change du tout au tout et redevient complètement lui-même, il retrouve ses repères et voilà, il sait qui il est. Ça montre vraiment le pouvoir que les compagnons ont sur le docteur et leur importance dans cette série. Très très cool aussi de revoir le Fugitive Doctor, même si ça n'a pas vraiment servi à quelque chose, hein, c'est très cool toujours. Hein. Et surtout ce que j'aime le plus dans cet épisode, c'est que c'est très huis clos, c'est complètement huis clos en fait, ça se passe que dans le barbeur pratiquement. Il n'y a pas de combat physique ni psychologique en fait, c'est juste de la discussion. Et c'est assez rare dans Doctor Who en vrai. Les méchants sont pas vraiment méchants et leur parler a suffi à les battre. Si bien qu'à la fin, tout le monde pardonne tout le monde et c'est génial. The Interstellar Song Contest. Alors avant de le revoir celui-là, je me souvenais vraiment d'un truc majeur dans cet épisode. C'était Suzanne en fait, le retour de Suzanne. Et j'avais pas trop de souvenirs du reste en réalité. Et je dirais que c'est ça le plus gros point faible de cet épisode. C'est qu'il est juste avant le final et qu'il essaye d'introduire beaucoup trop de trucs pour le lore, pour le final et pour les prochaines saisons. Et ça dessert un peu l'épisode. Au final, quand je l'ai revu, ça va, c'est quand même moins que je le pensais. Il y a quand même une grosse partie de l'épisode où c'est vraiment juste l'épisode. Mais c'est vrai qu'au final, on se souvient de Suzanne et de la fin avec la birégénération. Ou la bigénération, je sais plus, la Rani. Et en plus, je suis un peu mitigé sur l'épisode parce qu'il y a pas mal de trucs que j'aime bien, notamment la vision des gens qui volent vers la mort au début de l'épisode. Je trouve que c'est horrible, mais visuellement, c'est incroyable. D'ailleurs, à ce moment-là, la Rani, qu'on ne sait pas encore que c'est la Rani, c'est Mrs. Flood, meurt aussi avec les gens dans l'espace, ce qui fait que ça fait 2 fois que la Rani meurt, mais est ramenée par le docteur. La première fois, c'était avec Sutekh, et là, c'est par les méchants de l'épisode dans Interstellar Song Contest. Donc oui, la Rani, la seigneur du temps, la race la plus pure de l'univers, selon elle, dont elle-même est la plus intelligente, selon elle, il va peut-être falloir commencer à prévoir des plans de secours, non? Sinon, Dougadou, évidemment banger, le français comme langue universelle, en tout cas pour le Interstellar Song Contest, banger. Belinda seule est traumatisée, banger. Attends, non, en fait, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, Belinda, durant une grosse partie de l'épisode, pense que le docteur est mort. Et du coup, on a sa réalisation qu'elle pourra jamais rentrer chez elle, qu'elle est bloquée dans le futur, à un endroit où elle sait même pas où elle est probablement très très loin de la Terre. Si la Terre existe toujours, spoiler, elle n'existe plus à ce moment-là. Et du coup, j'ai adoré ce moment, ça m'a rappelé l'épisode où le docteur et Rose perdent le TARDIS, c'est de Saturn Pitch, je crois, enfin le double épisode, je sais plus comment s'appelle le premier, et où du coup, le docteur explique que peut-être il pourra jamais ramener Rose chez elle et qu'elle est pareille, en mode, c'est fou, je suis dans le futur, dans l'espace, je sais pas quoi faire. Bref, j'ai adoré, et la musique finale de Cora aussi, un énorme banger. Après, comme je l'ai dit, j'adore le teasing du retour de Suzanne, ça fait des années que j'attends ça, et je suis très content que ça arrive enfin, en tout cas normalement. Le retour de la Rani aussi, pareil, alors j'attendais moins ça parce que je connaissais pas la Rani avant cet épisode. J'ai regardé les épisodes classiques de la Rani après cet épisode, mais j'attendais quand même ça parce que c'est cool, ça change, c'est pas toujours le maître, pourtant c'est mon perso préféré. Ça fait plaisir de voir d'autres Time Lord, Time Lady. Et la Terre morte surtout, c'est là que le docteur et Belinda apprennent que la Terre est morte. Et j'ai adoré ce moment aussi où ils sont en mode ah, comment ça le 24 mai 2025. Donc voilà, en fait là où je suis mitigé, c'est que du coup ça dessert un peu l'épisode. Ça aurait pu être pire, mais vu que c'est
un épisode plutôt politique quand même, c'est un peu bizarre je trouve. Donc voilà, l'épisode est peut-être l'épisode que j'aime le moins de la saison, mais quand même il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Ah oui, surtout j'ai oublié de parler du plus important je pense dans cet épisode, le docteur qui craque complètement et torture l'ennemi de cet épisode, parce qu'il pense qu'il a tué beaucoup de personnes, et notamment Belinda. Enfin ce qu'il a fait, hein. Il a concrètement tué beaucoup de personnes, même s'ils vont les sauver après, mais Belinda non, par contre pour le coup non, elle est là et elle arrive juste après. Et à la fois je trouve ça super, parce que le docteur qui craque c'est toujours super intéressant dans Doctor Who, c'est aussi très souvent parce que il n'a pas de compagnon, et là en l'occurrence il pensait l'avoir perdu, et du coup quand elle revient, il comprend l'erreur qu'il a fait, mais du coup je trouve que ça va très vite. En fait il y a un peu ça tout le long de la saison, ce côté un peu plus dark du docteur, mais un peu sous-exploité, puisque de toute façon c'est la dernière saison de Ncuti Gatwa. Je pense qu'une saison 3 aurait permis de mieux exploiter ce côté-là du docteur, et je pense que c'était le but de base. Donc voilà, c'est un peu vite réglé je trouve ce côté dark du docteur, mais en même temps il y a le final qui arrive, donc il y a plus le temps. Il faudrait peut-être plus d'épisodes par saison par exemple, je sais pas. Alors avant de passer au final, j'ai quand même 2-3 trucs à dire sur la saison. Déjà c'est toujours aussi magnifique, la musique est toujours aussi incroyable, ça y a pas de problème. Il y a aussi toujours autant de politique, notamment avec le racisme des années 50, qui est en plus envers le docteur, ce qu'on n'avait pas l'habitude dans Doctor Who puisque le docteur était blanc avant. Et d'ailleurs ça il le mentionne aussi dans The Story and the Engine, où il explique que depuis qu'il a Score, il a l'impression de plus être à sa place partout sur Terre. Et ça aussi c'est super intéressant, et c'est dommage que ce soit si peu exploité et que ce soit cantonné que dans un épisode malheureusement. Dans Lucky Day évidemment, hein, les podcasts d'extrême droite, Conrad et tout ça, on a tous compris. Bon ça marche moins bien vu qu'ils sont en opposition à Unit, qui est aussi, en tout cas qui devrait être un peu une critique militaire quand même, Unit, ce qui sera d'ailleurs mieux fait je trouve dans The War Between the Land and the Sea. Et enfin The Interstellar Song Contest, avec toute la critique autour d'Elia et de la compagnie qui a exploité la planète d'Elia en tuant et en oppressant toutes les personnes qui avaient dessus. Par contre il y a un truc qui me dérange un peu avec cette saison, qui en soi passe encore avec cette saison 2, mais s'il y avait une saison 3 dans la même idée, ça aurait peut-être été trop là pour le coup. C'est que c'est un copier-coller de la saison 1. Donc on a d'abord l'épisode spécial Noël, bon ça on le compte pas. Ensuite on a un premier épisode plus léger que les autres, qui est suivi par un épisode qui se passe dans le passé de la Terre, années 50, années 60, c'est vraiment à 10 ans près. Épisode qui commence par un changement de costume de la team TARDIS en musique, et avec vraiment les mêmes plans, hein, c'est vraiment une référence assumée. Tout ça pour y affronter un membre du Panthéon. Suivi d'un épisode 3 plutôt horrifique, plutôt stressant, où le docteur doit affronter un ancien ennemi. Oui, Velengard c'était des anciens ennemis, enfin ils sont déjà apparus dans Doctor Who, ils ont déjà été mentionnés. De toute façon vous allez voir ça s'arrête pas là. L'épisode 4 des 2 saisons sera un épisode centré sur Ruby Sunday. Oui, même la saison où elle n'est pas la compagne. Ensuite, les deux autres, ça va, il n'y a pas tant de ressemblance entre les deux saisons. Et puis enfin, les 2 saisons se finiront par un final en 2 épisodes, où le docteur affrontera un ennemi qui n'est pas revenu depuis les classiques, et tout ça, ça se passera à Londres, dans le présent, chez Unit, avec dans le casting Ruby, Rose, Kate, Shirley, Ibrahim, Susan Triad et Lovelings. Voilà, les similarités sont clairement flagrantes entre les 2 saisons, et comme je l'ai dit, ça me dérange pas tant en soi, parce que les épisodes en eux-mêmes sont quand même très différents, mis à part l'épisode des années 50 et des années 60 qui ont un peu la même vibe, c'est vraiment pas le même ennemi, il s'y passe pas les mêmes choses, de toute façon c'est pas la même compagne, donc voilà. Mais je trouve ça marrant quand même de voir que la structure est quand même globalement pareille, et si jamais il y avait une saison 3 avec la même structure, là ça aurait peut-être été trop quand même. Parce qu'au bout d'un moment, on sait qu'on va devoir affronter un membre du Panthéon dans le 2e épisode, que Ruby va revenir pour le 4e, et que le final, ça sera un final Unit contre un ennemi des classiques. Et ça c'est peut-être le truc que je vais reprocher le plus à ces 2 saisons de Doctor Who, c'est que du coup, on s'y attend quoi, le final. Le premier, ok, on pouvait ne pas s'y attendre, même si le final des 60 ans, c'est exactement le même principe. Hein. Unit présent avec les mêmes personnages et un ennemi qui n'est pas revenu depuis les classiques. Donc déjà, dès la saison 1, ça sentait un peu pareil, puis la saison 2, on s'en doutait très fortement. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé ces finals. Ce que j'ai pensé du final de la saison 1, je l'ai déjà dit, et la saison 2, on va y arriver maintenant. Je dis juste que ça aurait mérité d'être un peu plus différent, quoi. Bon, maintenant, parlons du final. Bon, on va pas se mentir, juger ce final, c'est assez compliqué. Parce que ça sent que c'était pas du tout le final prévu. En fait, c'est même officiel maintenant. Le final de la saison 2 aurait dû être différent. On sait de manière officielle que la toute fin n'était pas celle-là, puisque Ncuti Gatwa n'était pas censé se régénérer. Et bon, il y a des rumeurs sur quelle était la fin de base, et je vais pas en parler ici parce qu'on ne parle pas de rumeurs sur cette chaîne, enfin en tout cas le moins possible. Mais en plus, et ça c'est pas officiel, on se doute que Ruby devait être la compagne de la saison 2, notamment parce que le final tourne beaucoup autour d'elle. Du coup, globalement, le final est complètement différent. Donc tout ce qui peut être un peu bizarre, comme par exemple le fait que ça tourne autour de Ruby, mais bon, c'est pas Ruby qui est le personnage principal, ou encore que Poppy c'était la fille de Belinda depuis le début, mais on sait pas trop. Tout ça, c'est normal, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Donc voilà, je vais être assez clément là-dessus, par contre on peut juger tout le reste. J'ai beaucoup aimé la Rani dans ce final. Et surtout le retour des Seigneurs du Temps, du coup, de par la Rani, mais aussi elle essaye de faire revenir Asylon pour faire revenir tous les Seigneurs du Temps. Et c'est génial de voir du
lore Seigneur du Temps dans la New Who, je trouve que ça manque. Et c'est encore plus génial que ce soit pas avec le maître, parce que j'adore le maître, encore une fois, c'est mon perso préféré. Mais ça fait plaisir de voir d'autres Seigneurs du Temps. Par contre, j'ai hâte que le maître revienne, s'il vous plaît, il est temps pour le maître. Laranni est une scientifique, ce qui la différencie du maître, qui, bien que très intelligent aussi, comme le docteur, ne sont pas au level de Laranni. Le docteur peut-être, mais pas le maître. Et du coup, j'ai trouvé ça trop malin de lui faire utiliser le pouvoir des dieux du Panthéon. En tant que scientifique, elle voit ce nouveau pouvoir qui lui est offert, qui n'existait pas avant, elle se dit, je vais l'utiliser, logique, ça surpasse tout. Laranni est aussi une Time Lady, vraiment Time Lady. C'est-à-dire que pour elle, les Time Lords sont les êtres supérieurs. Elle a ce racisme suprémaciste qu'ont certains haut placés Time Lords, comme Rassilon par exemple. Et du coup, j'aime bien parce que les Seigneurs du Temps dans la New, on n'a pas trop vu ce côté-là. On a vu des côtés sombres des Time Lords, on a vu pratiquement que ça d'ailleurs, mais celui-là pas tant. Et la manière dont c'est amené quand elle parle de Poppy, en mode ouais, mais elle est à moitié humaine, c'est brillant. Alors du coup, oui, j'ai adoré Laranni à la fin de l'épisode 1, où elle parle au docteur, elle lui dit souviens-toi, machin, elle essaie de lui faire se souvenir, elle lui parle d'Oméga et tout ça. Ça, c'était génial. Et j'ai adoré Laranni dans l'épisode 2, durant toute cette partie d'un unit où elle parle avec le docteur, où il parle du fait qu'ils peuvent plus avoir d'enfants, les Time Lords, parce qu'ils sont stériles, et que Poppy, elle est pas parfaite parce qu'elle est humaine. Voilà, toute cette discussion super, et c'est vrai que c'est un peu dommage que, après, elle se fait bouffer très rapidement par Oméga. Mais en même temps, je trouve ça vraiment génial, parce que c'est le destin de Laranni, quoi. Elle est aveuglée par sa fierté Time Lord, elle croit pouvoir maîtriser la bête qu'est Oméga, parce que c'est la scientifique cliché, quoi. Et puis, c'est pas comme si elle était déjà morte 2 fois dans les saisons précédentes, assez connement, comme je l'ai dit. Et puis, il y a toujours le personnage de Mrs. Flood, qui est aussi Laranni, du coup, puisqu'elle s'est birégénérée. Ce qui veut dire que c'est probablement pas la fin de Laranni. Peut-être même qu'en fuyant, Mrs. Flood a emporté avec elle de l'ADN d'Oméga. Peut-être donc que quand on la reverra, elle aura refait Gallifrey, comme elle le voulait. Sinon, tout le concept de Wishworld, c'est génial. Un monde à l'image de Conrad, donc un monde complètement horrible, avec une sorte de Truman Show où il se passe des trucs bizarres, mais les personnages savent pas vraiment ce qui se passe, parce que du coup, ils ont la mémoire effacée. Et évidemment, comme d'habitude, c'est toujours très réussi, la fin du premier épisode d'un final. Et là, encore une fois, ça ne déroge pas à la règle. Par contre, Suzanne et Rogue. Alors, Suzanne re-intervient pour sauver le docteur, donc ça, ok, elle a déjà fait dans l'épisode d'avant de manière encore plus chelou. Mais bon, les Time Lords sont des êtres télépathiques, donc ok. Par contre, Rogue, c'est un Time Lord, Rogue? Non, il me semble pas. En tout cas, pas qu'on sache pour l'instant. Si ça se trouve, Rogue, c'est le maître depuis le début. Mais surtout, comment il est dans une autre dimension? Comment il arrive à contacter le docteur? Pourquoi maintenant? Comment il sait que le docteur est dans un Wish World? Comment il sait que les tasses passent à travers les tables? C'est lui qui lui dit les tables font pas ça normalement. Beaucoup trop de questions qui, j'ai bien peur, n'auront jamais de réponse. J'espère qu'il y aura des réponses. Mais là, c'est trop là. Et dans la deuxième partie, Anita qui revient, c'est génial. Elle mentionne le boss aussi, donc visiblement c'est toujours un truc d'actualité. Je pense que ça sera pour l'épisode spécial Noël. Et le sacrifice de Belinda est assez incroyable quand elle décide d'aller avec Poppy dans la chambre insonorisée de manière spatio-temporelle. Parce que le docteur lui dit bien, si tu vas dedans et que nous on foire à l'extérieur, tu vas rester là-dedans pour l'éternité puisque c'est coupé de l'espace et du temps, tu ne sauras même pas que le temps passe. Et elle décide d'y aller pour sauver sa fille. Bien qu'on soit d'accord, ça soit toujours très étrange qu'elle ait une fille comme ça qui est pop d'un coup parce que Conrad l'a voulu. Mais on a dit qu'on excusait ça, les problèmes techniques, les problèmes de production. Ok, c'est ok. Ruby aussi est géniale, sa scène avec Conrad est excellente. Et son vœu I wish you to be happy, c'est incroyable comme résolution pour cette histoire. Et le fait qu'elle soit la seule à se souvenir de Poppy, c'est super triste. Le moment où le docteur plie le manteau de Poppy et que ça devient un bout de tissu et que Ruby voit ça, c'est terrible. Bon, parlons de l'éléphant dans la pièce, Oméga. Ou plutôt Oméga, le gros bébé cadom zombie, visiblement. Bon, je vais pas vous mentir, comme beaucoup j'imagine, j'étais un peu deg du redesign la première fois que je l'ai vu. Enfin, en fait, non, j'avais 2 émotions en même temps. J'étais deg et impressionné parce que, waouh, c'est fou ce qu'ils ont fait. Au final, je crois que j'aime bien. J'aurais préféré quand même un vrai Oméga, mais l'idée que Oméga soit littéralement devenu un dieu monstrueux, c'est vraiment la bête des Time Lords, quoi. Et je pense que j'aime beaucoup cette idée. Et bon, la fin, à partir du moment où Ruby essaye de rappeler aux gens que Poppy existe, c'est génial. Niveau émotion, niveau spectacle et tout ça, j'ai adoré. Toute la discussion dans Unit où Kate dit que parfois elle a l'impression qu'on est un peu tous les enfants du docteur. Le docteur qui décide d'aller sauver quelqu'un qui pense n'existe pas, mais parce qu'il fait confiance à Ruby. Lui qui sacrifie carrément sa régénération pour ça, avec le retour de Jodie Whittaker super inattendu mais incroyable. Puis au final la scène avec Belinda et Poppy, même si du coup on comprend pas, est-ce qu'elle avait toujours eu un enfant parce que c'est ce qui est dit à la fin, ou est-ce que cet enfant lui a été donné par Conrad? Non, parce que Poppy c'était quand même une version Wish, une version souvenir de celle de Space Babies. Je pense que tout ça, en fait, il faut qu'on
oublie, parce que c'était pas ça qui était censé être la fin, et je pense qu'il faut se dire que au final, la réalité, c'est que Belinda a toujours eu Poppy comme enfant, et c'est vraiment pour ça qu'elle voulait rentrer à la maison. Même si ça n'a pas beaucoup de sens, il faut se dire ça, je pense. Et puis au final, la scène de régénération incroyable, même si super triste parce que c'est trop tôt, et le retour de Billie Piper, que moi j'adore personnellement. Je vais me dégoûter parce que je pense qu'elle va rester un épisode dans le rôle, franchement, mais on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, donc passons à autre chose. En fait, je trouve que la plus grosse frustration avec la fin, c'est qu'on a beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Alors sur le fait, voilà, que Poppy, machin, et tout ça, oui, mais aussi sur Rogue, qu'est-ce qu'il foutait là? Sur Suzanne aussi, pourquoi elle contacte le docteur que maintenant? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en danger? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Billie Piper, évidemment, hein, on ne sait pas du tout qui c'est, hein. Est-ce que c'est le docteur? Est-ce que c'est un peu bizarre? C'est probablement tout à la fois. Et ça, c'est pas grave, c'est normal d'avoir beaucoup d'incertitudes. Alors non, il y en a certains, c'est pas normal, hein, mais d'autres, voilà, c'est logique, c'est pour la suite. Sauf que cette suite sort dans trop longtemps. Donc on va rester avec ces incertitudes trop longtemps. Il faut attendre décembre prochain. Allez, parlons des fils rouges maintenant. Il y en a pas mal, et c'est un peu flou en vrai. Bon, déjà, il y a Mrs. Flood, hein, qui remplace Susan Triad parce qu'elle apparaît dans chaque épisode, et elle s'avère au final être la Rani. Le boss, très hâte d'en savoir plus, franchement. Ça nous a été teasé d'abord par Bête de Meep, puis par Rogue, même si ça, on n'est pas encore sûr exactement. Il dit qu'il a un nouveau boss, mais c'est tout. Et enfin, Anita qui nous parle vraiment du boss, hein, qui dit qu'il passe le bonjour au docteur. Le truc flou, c'est l'explosion de la Terre. En fait, c'est trop bizarre. Parce que du coup, dès le premier épisode, on nous dit la Terre explose le 24 mai 2025. Et dans tout le reste de la saison, à chaque fois qu'on sera dans le futur et que le docteur parlera de la Terre, les personnages ne sauront pas de quoi il parle. Mais j'ai peut-être loupé un détail, mais on est d'accord que la Terre explose jamais. C'est vraiment à la fin d'Interstellar Sans Contexte que je comprends plus rien. Ils arrivent à aller le jour de l'explosion. Ça explose, ça pète la porte du Tardis, ça les amène dans le Wish World. Dans le Wish World, ils sont le 24 mai, ou le 23, je sais plus. Mais ils sont le jour avant l'explosion en fait. Et c'est une journée qui se répète en boucle, et à la fin de chaque journée, le monde se désintègre, et c'est reparti pour un tour. Et au final, bon, ils arrivent à sortir de la time loop, et du coup, ils vivent le jour d'après. Mais du coup, c'est quoi l'explosion? Genre, est-ce que, du point de vue de la Terre a explosé, et le Wish World a été créé? Ou est-ce que l'explosion, c'est la fin de chaque jour du Wish World? D'où il sort ce Wish World en fait? Il est apparu là. Imagine, je suis sur Terre. Imagine, je suis Ruby Sunday. Ok, ne parlons pas du docteur et de Belinda. Le 23, 24, 25 mai, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que la Terre explose et boum, je me réveille dans le Wish World? Est-ce que le Wish World pop comme ça d'un coup? C'est pas clair. D'autant plus qu'à ça se rajoute la Rani, qui suit le docteur toute la saison. Donc elle est hors du Wish World alors que la Terre a déjà explosé au début de la saison. Et elle se bi-régénère dans un Interstellar Sans Contest. Or, elle va chercher le bébé qui crée le Wish World en tant que nouvelle Rani. Donc après, on est d'accord que c'est flou toute cette histoire, hein. Et Conrad dans tout ça, ils sont allés le chercher quand? Parce que l'histoire avec Conrad se passe avant la saison, puisque le docteur parle avec lui juste avant qu'elle vienne le chercher, et il ne connaît pas Belinda. Sauf que la Rani, à ce moment-là, c'est Mrs. Flood, et déjà dans sa tenue qu'elle a dans le Wish World. Alors oui, peut-être que la Rani est un Tardis, mais on le voit jamais. Bref, le docteur dans cette saison. Alors j'ai bien aimé qu'il soit plus sombre. Il craque plus au niveau de sa colère et tout ça, parce que il a la pression en fait. Il a la responsabilité de ramener Belinda, qui ne veut pas être là. Et il pense ne pas pouvoir, puisqu'il comprend en fait très vite que la Terre a un problème en fait. Mais surtout, sa régénération semble trop tôt. Et c'est vrai, elle est trop tôt, puisqu'il devait y avoir une saison 3. Ce qui fait que son histoire paraît pas finie, puisque du coup, ce docteur ne reverra jamais Rogue. Ce n'est pas lui qui va rencontrer Suzanne a priori. Ruby et Belinda, du coup, sont un peu lâchés comme ça, surtout Belinda. Et surtout, le plus important, il n'a jamais rencontré les Daleks. C'est le premier docteur de l'histoire. Même le 8e qui n'a eu qu'un téléfilm a potentiellement, officiellement affronté les Daleks au début de la guerre du temps. Ncuti Gatwa ne les aura jamais rencontrés, puisque a priori, ça aurait dû être dans la saison 3, je pense. Je pense pas qu'ils auraient attendu encore plus longtemps. Je pense que là, il allait les rencontrer en saison 3. Et pour le coup, Belinda, alors j'en ai pas beaucoup parlé, vous avez vu dans tout ce que j'ai dit avant, mais j'ai beaucoup aimé son perso. Clairement, ça se sent sur la fin de saison que c'était pas elle qui était prévue pour la saison 2, mais Ruby, comme je l'ai dit, sur le fait que tout le final est centré sur Ruby. Mais pour le coup, durant toute cette saison, elle n'a pas joué un clone de Ruby. Elle a vraiment joué quelqu'un de différent. Super intéressant le fait qu'elle ne veuille pas voyager avec le docteur. Et c'est pas qu'elle n'aime pas le docteur, c'est qu'elle voit directement que c'est dangereux et pas pour elle. On n'a jamais eu ça dans les New Who, et même dans les classiques, c'est très rare. Moi, en fait, je pense que le mieux, s'ils voulaient mettre absolument Varada Setu et donc Belinda Chandra, c'était de mettre les deux dans le Tardis. En fait, je sais pas pourquoi la New Who est aussi frileuse à l'idée d'avoir plusieurs personnes dans le Tardis. Dans les classiques, il y a beaucoup de teams du Tardis où ils sont 2, 3, voire plus. Et dans la New Who, les Pandes, c'est le meilleur exemple. Je sais pas, je trouve que ça ferait plus de diversité dans le Tardis que une relation 1 à 1. Enfin bref, je divague beaucoup là. Bon, encore une fois, le fait que à la fin, bah voilà, c'est juste, elle rentre chez elle, mais elle a un enfant en plus, ou alors elle a toujours eu, voilà, toujours le même débat. Donc au final, j'ai beaucoup aimé son personnage, sa relation avec le docteur et le fait, voilà, qu'elle ne se laisse pas faire en fait sur ce qui se passe, parce que c'est pas normal pour tout le monde, hein, de voyager dans l'espace-temps évidemment, mais j'ai trouvé que parfois, voilà, elle était un peu mise à l'écart. Donc la saison 2 dans l'ensemble, pour moi, c'est une grosse réussite. Ah oui, ça fait quelques minutes là que je dis qu'il y a des choses pas bien dedans, mais au global, la saison 2, c'est que des très bons épisodes, au moins jusqu'au final, et le final, il y a peut-être des problèmes, mais moi,
j'ai vraiment aimé le final. Belinda est très cool, le peu qu'on voit de Ruby, c'est génial, le docteur toujours aussi parfait, le retour de la Rani, incroyable, et la régénération, bah voilà, moi j'adore les régénérations de toute façon, même si c'est toujours super triste. En soi, il y a vraiment beaucoup dans cette saison, et c'est pas indigeste, peut-être un peu sur la fin, on va pas se mentir, mais sinon ça va. Voilà le bilan de la saison 1 et de la saison 2. Bon, maintenant on va essayer de conclure tout ça. Bon, le docteur c'est compliqué parce que je dois juger tout son air en fait là. C'est un très bon docteur, qu'on aurait voulu voir plus et heureusement d'ailleurs j'y pense maintenant qu'il prend le rôle très vite. Imaginez si là il avait mis une saison à prendre le rôle, voire plus. Ça aurait été catastrophique. Heureusement, il l'a pris dès le début, donc c'est parfait. Et sinon au niveau des compagnons, vous savez déjà ce que j'en pense. Je pense que Ruby aurait dû rester les 2 saisons et que Belinda aurait dû les rejoindre en saison 2. Ruby c'est vraiment la meilleure amie du docteur. Et Belinda, elle qui ne veut pas voyager avec le docteur, vient quand même le sauver dès que c'est à elle de le faire, et pas juste parce que c'est son seul ticket pour rentrer à la maison, parce qu'elle veut vraiment sauver le docteur, parce que bah elle y est attachée quand même si elle le connaît depuis peu, bah forcément les voyages qu'ils font, ça rapproche. En termes de fil rouge, je trouve que durant leur déroulé, c'est pratiquement toujours un sans faute, même si juste le fait de mettre la même actrice dans tous les épisodes, c'est un peu redondant. Certains ont des résultats où je suis dubitatif, on va pas se mentir, j'aime qu'il y en ait où il y a toujours pas de réponse. Par contre, j'ai peur d'une chose, c'est que tout ne soit pas refermé, ou alors tout soit mal refermé, parce qu'en fait il reste énormément de choses en suspens. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet si vous voulez aller voir, toutes les questions qui restent en suspens à la fin de cette saison 2. Sinon, dans ces 2 saisons, je trouve qu'il y a beaucoup de très bons épisodes, avec vraiment très peu de mauvais. J'en compte peut-être 2, 3 moyens, mais c'est même pas mauvais. Alors bien sûr, même dans les très bons épisodes, il y a certains trucs un peu moins bien, mais les épisodes en soi sont bien. Au niveau des finals, j'aime bien aussi. Le côté final unit dans le présent, voilà, très classique dans la structure, hein, puisqu'on l'a déjà vu 3 fois maintenant. Ça, j'avoue, si ça pouvait s'arrêter, ce serait pas mal. Pareil, peut-être faire revenir un méchant des classiques, oui, je suis d'accord. Le faire revenir forcément dans le final, je comprends, puisque voilà, c'est le final, il faut que ce soit là que le méchant classique revienne. Mais du coup, on s'y attend quoi. C'était un peu, à l'époque de RTD 1, bah le final, il y avait probablement les Daleks dedans. Sur 5 finals qu'il a fait dans RTD 1, il y en a 3 avec les Daleks. Sachant que les 2 autres, c'est le maître. Et pour finir, j'aime l'idée du panthéon de la discorde et du surnaturel dans Doctor Who. Bien sûr, il faut pas qu'il y ait que ça, hein, faut qu'il reste des extraterrestres, des trucs scientifiques et tout ça, et ça tombe bien parce que les deux cohabitent très bien dans ces 2 saisons. Donc voilà pour ce bilan tant attendu, et je l'ai enfin fait. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, vous pouvez écrire des pavés, je lirai. Oui, parce que sachez que je réponds très peu et tout ça, mais je lis tous les commentaires. Moi perso, j'ai adoré, il y a des défauts, mais pour moi, le plus gros défaut, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'épisodes. Ce qui est plutôt un compliment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors pour la chaîne, je compte sortir une vidéo toutes les 2 semaines à partir de maintenant, sauf que les 2 prochaines vidéos, c'est un peu spécial puisque c'est en rapport avec The War Between the Land and the Sea, donc ça dépend que de la diffusion en fait sur Disney+. Voilà, j'attends que ça depuis des mois pour savoir quand est-ce que je mets ces vidéos. Globalement, il y en a une qui va sortir juste avant et une juste après. S'ils sortent tout d'un coup un jour, ce qu'ils vont probablement faire, j'en sortirai une avant et une quelques jours après. Mais sinon, après ça, on sera sur une vidéo toutes les 2 semaines. Sinon, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Ça aide beaucoup la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!